Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette deuxième série de conférences dans le cadre du programme que nous avons établi avec les partenaires de l'Université de Nanterre sur 75 ans de droits fondamentaux au Royaume-Uni, qui nous avait conduit fin janvier, voilà, à aborder la question de la souveraineté du Parlement et des évolutions que le Human Rights Act, du point de vue presque historique, contentieux et du point de vue de l'actualité, avait sur ce principe de souveraineté. On va aborder aujourd'hui un autre principe fondamental de ce qui constitue la société démocratique pour le système du Conseil de l'Europe, pour la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Alors il est toujours bien de rappeler que la démocratie, ça ne se résume pas à un processus de dévolution des pouvoirs, c'est un processus, et comme tout processus, comme toute procédure, il répond à des règles, que ces règles, il faut les respecter, et que dans ce jeu de règles complexes, c'est pas simple à comprendre la démocratie, c'est beaucoup plus facile à comprendre la monarchie. Vous êtes bien né, vous héritez du pouvoir, alors je ne sais pas si c'est bien né, mais en tout cas, le processus de dévolution du pouvoir est évidemment moins complexe, même si, là aussi, il faut respecter un certain nombre de règles qui ont pu conduire à des conflits historiques. En tout cas, sur le processus purement juridique, la démocratie nécessite des règles en amont, pendant et en aval du processus démocratique. Et dans ce cadre-là, il est essentiel bien, qu'on ait un arbitre, et c'est censé être le rôle du juge. Alors, quand les médias interrogent les juristes, et moi en particulier, pour me dire l'état de droit c'est trop compliqué pour les gens, ils ne le comprennent pas, ils l'opposent maintenant à la démocratie. Alors dans des sociétés occidentales où le sport occupe quand même une place très importante, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne donne pas l'exemple du sport. Faites du rugby sans arbitre et vous verrez ce que ça donne. Finalement, c'est un peu la même chose pour la démocratie. On a l'expression de différentes idées. Ce pluralisme nécessite un encadrement, des règles pour que toutes les idées s'expriment et surtout qu'elles se respectent entre elles et que ça ne termine pas la loi du plus fort. Et bien souvent, dans ce processus-là, l'arbitre, c'est un juge. Aujourd'hui, c'est la figure qui est contestée. Donc, dans ce principe de séparation des pouvoirs, ce qu'on va valoriser, c'est effectivement l'opposition entre les deux pouvoirs, souvent considérés comme constitutionnels, exécutif et législatif, avec derrière une classe politique, et en face, le juge à qui on refile la qualité de pouvoir, mais qui a un pouvoir, c'est incontestable, et qui, à mon avis, peut très bien être assumé aussi comme pouvoir, qui est simplement de nature différente par rapport au pouvoir politique et législatif. Et on le sait, du côté de nos amis britanniques, ils n'ont pas échappé, alors à un degré moindre qu'aux États-Unis, et même moindre qu'en France, mais peut-être plus qu'en Allemagne, à une critique de leurs juges par la classe politique à l'occasion du Brexit, notamment à l'occasion des affaires Miller 1 et Miller 2, où, comme dans toute période de crise, ça c'est logique, les institutions ont toutes un rôle un peu exceptionnel. Ça a été le cas du Parlement, dans une certaine mesure, je travaille aussi là-dessus, ça a été le cas du monarque, qui a pu être sollicité sans le vouloir au moment de l'épisode de la prorogation. Est-ce que la reine aurait été trompée? Au moment du choix de certaines dissolutions, il a été révélé que lorsque Boris Johnson a dû sortir du 10 Downing Street, il avait envisagé à un moment de demander à la reine de dissoudre, Buckingham aurait fait la sourde oreille. Bref, toutes les institutions en fait étaient sollicitées de façon entre guillemets anormale. Et c'est ce qui caractérise une crise. C'est normal que le juge, dans une situation anormale, ait aussi une position spécifique dans le cadre de cette crise. Alors, cette focale sur la relation entre les pouvoirs politiques et les juridictions ne se comprend pas qu'en interne, du point de vue britannique, ça se comprend également à la lumière du système européen de protection des droits de l'homme, puisque, on le sait, c'est une marotte conservatrice. L'objectif pour certains des membres du Parti conservateur et de Reform UK, parce que c'était également dans leur programme politique, donc à l'extrême droite, de sortir du système de la Convention. Alors je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça, si on regarde bien entre les lignes, même à l'époque de Dominic Raab, qui a été un des grands
pourfendeur récent du système de la Convention européenne des droits de l'homme, il s'agissait plutôt de limiter la portée des décisions, des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne s'agissait pas de sortir du système de la Convention. Donc je crois que même entre sortir complètement, limiter la portée des arrêts de la Cour ou trouver un moyen de se maintenir tout en étant un peu en dehors, je ne suis même pas sûr que les conservateurs soient très clairs entre eux sur ce sujet-là. Mais néanmoins, c'est un juge qui est contesté, principalement la Cour européenne des droits de l'homme. Cela remonte, on en avait déjà parlé en janvier, à plusieurs décennies, en fait, depuis que la Convention européenne des droits de l'homme a été incorporée au droit interne britannique avec le Human Rights Act de 1998. Donc c'est une problématique lancinante. On va continuer de s'interroger sur le point de savoir si ce que j'appelle cette marotte conservatrice est vraiment, c'est pas un peu de la perte de temps finalement. Et pour discuter en tout cas de ces attaques vis-à-vis du juge, de cette remise en cause du juge, et alors encore une fois qui est d'une certaine manière sotto-voce par rapport à ce qu'on constate aux États-Unis, et même encore une fois en France, on parle carrément de gouvernement des juges. Les Britanniques n'utilisent pas vraiment cette expression-là, ils parlent d'activisme, d'équivalent à volontarisme. Alors on a pu parler de constitutional coup, c'était Jacob Rees-Mogg qui avait sorti ce type de vocable au moment de Miller 1 ou Miller 2, mais ça a été finalement assez bref comme séquence. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Pauline Schnapper, qui est professeure en civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle, qui, au-delà de la seule politique britannique, travaille sur la politique étrangère et des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe, et l'Union européenne en particulier. Donc il y a beaucoup de travail en ce moment avec notre autre collègue Thibaut Arroy sur les questions de défense, alors qui, excuse-moi l'expression, tu vas peut-être pas aimer, un peu la grande papesse de la civilisation britannique. En tout cas, non, mais bon, moi, ça a été mon premier contact avec la civilisation britannique il y a des années maintenant, 25 ans, c'était par tes ouvrages, alors certains ouvrages récents, j'en cite, les plus récents, il y en a tellement. En 2022, avec la politique au Royaume-Uni, c'est la meilleure entrée possible d'une synthèse assez remarquable pour se familiariser avec le système politique britannique, peut-être de 2019, et puis avec notre collègue Emmanuel Avril, où va le Royaume-Uni, le Brexit et après, chez Odile Jacob, en espérant que je ferai une espèce de suite avec ce que je vais écrire, ce serait rigolo, avec le point de vue du juriste. Voilà. Donc c'est vraiment un très grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui à Saint-Étienne. Ensuite, Claire Saunier, alors qui interviendra en premier, mais par ordre, je passe ensuite à toi. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on dise maîtresse ou maître de conférence que tu préfères. Tu n'as pas de préférence, donc je vais dire maîtresse de conférence à l'université Paris-Est Créteil, donc qui a écrit une thèse remarquable et remarquée sous la direction de Denis Barranger, qui est venu il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, c'est ça, et qui a porté sur la doctrine des questions politiques dans une perspective comparée entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Elle a été publiée à la FGDG en 2023. J'ai eu la chance de faire partie de ton jury et sujet particulièrement pertinent pour les temps qui courent. On avait établi quand même ce programme, déjà dans une ambiance un peu pesante, avec Simon et Déborah, et je pense que tous nos amis nanterrois qui sont en ligne, et on n'aurait pas cru à quel point ça aurait une qualité. Donc on pourra peut-être éventuellement, parce que tu es compétente aussi, parler un peu des États-Unis. Il ne faut pas hésiter à ouvrir un peu les chakras, même si on est censé être sur le thème du Royaume-Uni. Et puis, il y aura peut-être un peu les discussions en fonction des réflexions que t'inspireront les interventions de Pauline et Claire. Déborah Thébault, qui a participé à la confection du programme de conférence, de ce cycle de conférence, donc qui est aussi maîtresse. Moi, maître. Encore du mal avec maîtresse. D'accord. Oui, non, mais on peut comprendre pour des tas de raisons. Maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, et qui est spécialiste du droit administratif britannique, qui a écrit aussi une belle thèse sur les biens publics en droit anglais. Là, cette fois, j'ai été rapporteur. Le succès de la doctrine en droit anglais et britannique être très bien représenté aujourd'hui.
et qui est directrice du double diplôme avec l'Université des sexes. Je sais que ça demande beaucoup de travail. Voilà. Donc nous allons tout de suite commencer pour une vingtaine de minutes chacune, donc avec Claire Saunier qui va nous parler de la CEDH, et l'étendue du pouvoir du juge au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Aurélien. Bien sûr, des mots de remerciement pour commencer. Merci pour cette invitation et pour l'organisation plus générale de ces séminaires qui nous donnent l'occasion de rencontrer des collègues qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, ce qui n'arrive pas toujours. Voilà. Alors, je vais vous parler effectivement, ça me donne aussi l'occasion de parler d'une question qui m'intéresse depuis mon sujet de thèse, donc la question de l'injusticiabilité. Plus encore que la question, on pourrait dire la question des limites de la compétence du juge au Royaume-Uni. Mais je vais vous en parler sous un angle que je connais moins, sur lequel j'ai moins travaillé en tout cas. Donc je vais essayer de vous parler de l'injusticiabilité au regard de l'influence de la CEDH. Alors, la question des limites de la compétence du juge, à laquelle renvoie la notion d'injusticiabilité, c'est une question qui peut sembler a priori restreinte et technique. Et c'est vrai que sous certains aspects, elle l'est. Mais néanmoins, elle charrie, je pense, des problèmes bien plus vastes. En fait, elle permet d'aborder la question de la séparation des pouvoirs sous un angle contentieux. C'est exactement de cette manière que j'avais abordé mon travail de thèse. Alors, il faut le préciser tout de suite, bien évidemment, la délimitation de la compétence du juge n'a pas uniquement trait à la séparation des pouvoirs. Il existe des critères de recevabilité des litiges qui ont une visée, on pourrait dire, purement pragmatique. Prendre l'exemple du respect des délais contentieux, l'intérêt à agir, ce sont effectivement des critères qui limitent l'intervention du juge. Néanmoins, ils ne sous-tendent pas une réflexion plus générale sur l'équilibre institutionnel. À côté de ces critères à visée pragmatique, il en existe d'autres qui permettent, ou du moins qui sont réputés permettre, la préservation du principe de séparation des pouvoirs. Il s'agit donc de critères, vous en doutez, qui ont pour but de limiter l'immixtion des juridictions dans des affaires qui, en raison de leur objet, relèveraient ou sont réputées, encore une fois, relever la compétence particulière des organes politiques, que ce soit l'organe exécutif ou parlementaire. Ainsi, dans tout système où le principe de séparation des pouvoirs est observé, respecté, on doit nécessairement mener une réflexion sur l'étendue du rôle du juge. Dans une décision de 2014, la Cour suprême du Royaume-Uni a clairement établi ce lien entre l'injusticiabilité et la séparation des pouvoirs, en précisant que cette notion d'injusticiabilité, je cite la Cour, est celle qui renvoie à des questions allant au-delà de la compétence constitutionnelle conférée aux juridictions selon le concept de la séparation des pouvoirs. Le lien est très clairement fait. Alors, pour cadrer un petit peu mon propos, j'aimerais vous dire que cette limitation des compétences du pouvoir du juge peut être à la fois envisagée sous un angle matériel et organique. C'est une distinction qui va un peu structurer mon propos d'ailleurs. Alors, du point de vue organique, tout d'abord, certains actes, vous le savez, sont par principe exclus du prétoire, enfin exclus en tout cas de la compétence du juge. Pourquoi? Parce qu'ils émaneraient d'un organe auquel on aimerait conférer une immunité. Ça a été longtemps le cas au Royaume-Uni pour les actes issus de la prérogative royale, pour les actes parlementaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de nombreuses évolutions à ce sujet, on y reviendra peut-être. Du point de vue matériel, ensuite, on peut envisager la question de l'injusticiabilité des litiges, non plus cette fois-ci en fonction de l'auteur de l'acte contesté ou en fonction du type de pouvoir qui est mobilisé, mais cette fois-ci en fonction de l'objet, du contenu de l'acte contesté. Les Britanniques diraient sans doute en fonction du subject matter de l'acte. Et donc, là encore, il s'agit aussi de limiter l'immixtion du juge dans certains domaines qui sont réputés relever de la seule compétence de l'organe qui est à l'origine de l'acte contesté. Alors, l'étendue du champ de contrôle du juge britannique a connu ces dernières décennies une évolution très importante, et ce, sous les deux aspects que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à la fois, les types d'actes contrôlés sont de plus en plus nombreux, et les domaines dans lesquels ose s'immiscer le juge sont eux aussi de plus en plus nombreux. Cette évolution, cette extension du champ de contrôle du juge, elle n'est bien sûr pas propre au Royaume-Uni,
puisqu'elle tient un phénomène commun, j'allais dire, à toutes les démocraties libérales. Ce phénomène, alors on pourrait le qualifier de différentes manières, mais j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'une assimilation croissante entre l'état de droit et l'accès au juge, le droit au recours. Donc le droit au recours a fait l'objet d'un intérêt croissant puisqu'il est désormais considéré comme la condition sine qua non de la concrétisation de l'état de droit. Ce phénomène, cette évolution a bien évidemment eu des conséquences sur l'équilibre institutionnel et plus précisément, elle a conduit à un renforcement des juridictions au sein du système de gouvernement. Donc ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, d'analyser aujourd'hui avec vous, c'est de voir quelle a pu être l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour sur ce nouvel équilibre institutionnel. Cette influence, elle se donne à voir, à mon sens, sous les deux aspects que je vous ai mentionnés, donc sous l'angle matériel et sous l'angle organique. Alors, la manière dont je vais présenter les choses est la suivante. Dans un premier temps, j'aimerais essayer d'évaluer la portée de la Convention européenne des droits de l'homme et de son incorporation, bien sûr, sur l'étendue du champ de contrôle du juge. Et ensuite, il sera possible, dans un second temps, d'analyser la manière dont le juge anglais va aborder la notion même d'injusticiabilité. Donc ce serait une réflexion peut-être un peu plus conceptuelle. Je m'interrogerai à ce moment-là sur la manière dont le juge va identifier au sein des actes qui, en principe, sont justiciables, ceux qu'il refuse de connaître en raison de leur objet. Et là, vous verrez qu'il y a aussi, à mon sens en tout cas, un parallèle assez important à faire avec la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme agit. Donc tout d'abord, concernant, on pourrait dire, l'accroissement des actes contrôlés sous l'influence de la CEDH. Je vous l'ai dit, l'ouverture du prétoire à un nombre croissant de litiges n'est pas du tout un phénomène spécifique au Royaume-Uni. Néanmoins, le Royaume-Uni est resté pendant un certain temps relativement en retrait de ce phénomène. Et cela s'explique assez aisément quand on connaît un peu la tradition juridique britannique. Ça s'explique en fait par des éléments structurants de cette tradition juridique. Alors déjà, l'absence de constitution formelle, certainement, et ensuite, et sans doute plus encore, en raison de l'importance qui est toujours accordée au principe cardinal de souveraineté du Parlement. Donc ces spécificités, elles n'ont pas pour autant empêché qu'une extension de la compétence du juge ait lieu. Simplement, cette extension, elle a dû prendre, en raison de ces principes-là, en raison de ces blocages, d'autres formes, elle a suivi d'autres biais. Et donc plus précisément, c'est là que la CEDH a été d'un intérêt particulier. La CEDH a joué en la matière un rôle important pour permettre une extension du champ de contrôle du juge. En premier lieu, avant même l'incorporation de la CEDH en 1998, la prise en considération du texte de la Convention a pu produire un certain approfondissement du contrôle du juge en matière de judicial review, donc en matière de contrôle des décisions administratives. Comment s'est produit cet élargissement ? En fait, on a assisté à un élargissement des normes de référence utilisées par le juge dans le cadre du judicial review. Cet élargissement, il n'est pas passé par la possibilité d'invoquer directement, du moins pas à ce moment-là, les dispositions de la Convention, bien qu'il y ait eu un certain flottement dans la jurisprudence, puisqu'au début des années 1970, certaines jurisprudences laissaient à penser qu'il était possible de reconnaître un effet direct à certaines dispositions. Mais très vite, le courant jurisprudentiel majoritaire a refusé en fait, de reconnaître cet effet direct. Néanmoins, même en l'absence d'invocation directe des dispositions de la Convention, l'influence du texte de la Convention sur le contentieux administratif a été perceptible. Simplement, cette influence, elle s'est faite de manière un petit peu détournée. Plutôt que de fonder leurs décisions sur les dispositions de la Convention, les juges ont pris pour habitude de trouver dans la common law, d'identifier dans la common law des garanties équivalentes qui permettaient finalement de ne pas avoir à recourir à cette source conventionnelle. Et donc en ce sens, beaucoup ont interprété finalement l'introduction de la Convention européenne des droits de l'homme comme un instrument au service du développement de la common law. En second lieu, et là je vais sans doute parler d'un point que l'on connaît tous mieux, l'incorporation de la Convention européenne des droits de l'homme a ensuite permis une extension sans précédent du champ de contrôle du juge,
avec l'émergence d'un contrôle de compatibilité de la loi avec les droits et libertés garantis par la Convention. Donc cette extension, c'est celle qu'a rappelé Aurélien tout à l'heure, qui découle du Human Rights Act de 1998. Alors il y a plusieurs remarques à faire là-dessus. Sur le plan théorique, tout d'abord, le Human Rights Act constitue un point de bascule important, puisqu'il remet en cause l'immunité juridictionnelle de la loi, qui jusqu'alors avait été quand même farouchement préservée par les juridictions. Et la potentielle contrariété de ce mécanisme avec la souveraineté du Parlement a suscité de grandes inquiétudes dès 1998, et j'ai l'impression que c'est encore l'argument principal de ceux qui aimeraient au Royaume-Uni révoquer la Convention. Dans les faits, pourtant, la procédure qui est établie en 1998, elle permet de garantir la souveraineté du Parlement tout en renforçant la portée des garanties qui sont apportées par la Convention. Tout d'abord, je me permets de rappeler, même si ces éléments sont peut-être déjà bien connus, la loi de 1998, elle réduit quand même au maximum les hypothèses dans lesquelles une contrariété entre le texte de la loi et le texte de la CEDH peut apparaître. Comment? En imposant, on pourrait dire, une certaine méthode d'interprétation au juge, puisque le juge est censé partir d'une sorte de présomption de conventionnalité de la loi, et il devra interpréter cette dernière autant que faire se peut, de sorte à ce qu'elle soit compatible avec les droits et libertés de la Convention. Donc, en outre, dans l'hypothèse où une telle compatibilité ne pouvait pas être établie, cette interprétation, vous le savez, elle demeurerait soumise à l'approbation du Parlement, qui est toujours seul compétent pour modifier ou supprimer les dispositions législatives jugées incompatibles. Donc on pourrait dire, en résumé, que la loi de 1998, elle a fait émerger une forme très édulcorée de contrôle juridictionnel de la loi, contrôle qui existe désormais dans une grande majorité, dans un grand nombre de systèmes juridiques contemporains. Mais si on met un instant de côté la question des retombées pratiques de cette réforme, on doit, à mon avis, surtout souligner l'importance du changement sur le plan conceptuel qu'a engendré l'incorporation de la Convention. Alors, du point de vue interne, d'abord, il semble évident que l'instauration d'un contrôle juridictionnel de la loi, aussi limité soit-il, a permis d'envisager sous un nouveau jour les rapports entre le Parlement et les juridictions. Il faut le rappeler, la théorie, le fondement à l'origine du contentieux, du judicial review au Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'ultra vires, c'est-à-dire, pour le dire simplement, le contrôle du juge est normalement justifié en tant qu'il permet de s'assurer que les autorités administratives ont bien respecté la volonté du législateur. Le Human Rights Act va complètement à contre-courant de cette théorie, puisqu'il conduit à faire de la volonté du législateur, qui était jusqu'alors en fait la source du judicial review, l'objet du judicial review. Donc il y a déjà là un changement très important. Cela étant dit, on peut quand même nuancer le caractère un peu révolutionnaire du mécanisme qui a été instauré, puisque on peut quand même rappeler que la souveraineté du Parlement avait d'ores et déjà été atténuée à la suite de l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes en 1972, puisque dès cette date-là, la reconnaissance du principe de primauté du droit communautaire avait déjà conduit les juges anglais à priver d'effet les lois du Parlement, dans l'hypothèse où celles-ci seraient incompatibles avec le droit de l'Union. D'un point de vue plus théorique, et c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus ici, le mécanisme mis en place par le Human Rights Act est intéressant parce qu'il permet finalement de renouveler les réflexions relatives aux rapports entretenus entre les organes politiques et les juridictions dans le cadre du constitutionnalisme contemporain. On a pu parler, du moins c'est un auteur, Stephen Garnbaum, qui est un auteur britannique mais qui est aux États-Unis depuis 30 ans maintenant, qui a pu parler au sujet du Royaume-Uni d'un nouveau modèle de constitutionnalisme. Ce terme, à mon avis, il est utile parce qu'en fait, il permet de souligner le fait que le contrôle qui est mis en place par le Human Rights Act nous permet finalement de nous détacher des deux modèles classiques de constitutionnalisme qui existaient jusqu'alors, c'est-à-dire d'un côté les systèmes garantissant une suprématie du législateur dans la garantie des droits, comme le système actuel par exemple, et de l'autre ceux qui instaurent au contraire une suprématie judiciaire.
Donc le système mis en place au Royaume-Uni, il permet de concevoir la garantie des droits d'une manière alternative. Et cette manière alternative, elle se singularise comment? Eh bien, en fait, par une action de concert du législateur, du Parlement et des juridictions dans la garantie des droits. Donc ça, c'est en effet assez novateur et ça permet de faire émerger un nouveau modèle de justice constitutionnelle. Concernant maintenant, c'est mon deuxième point, j'ai déjà plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je vais me dépêcher. Concernant cette fois-ci l'approche de la notion d'injusticiabilité, donc de manière un peu plus théorique, maintenant qu'on a un peu clarifié le périmètre d'action du juge. Au sein de ces actes qui sont théoriquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, certains vont malgré tout y échapper en raison de leur objet, c'est ce que je disais, et plus précisément parce que ces actes sont réputés relever de considérations purement politiques. Je n'oserais pas ici vous donner de définition de ce terme politique, tout simplement pour la bonne et simple raison, déjà que j'y ai passé 6 ans dans ma thèse et que je n'ai pas eu de résultat très concluant, en tout cas pour la définition du politique, mais tout simplement parce que la jurisprudence elle-même ne procède pas à une rationalisation de ces litiges injusticiables. Alors, j'aimerais plutôt vous donner quelques éléments, quelques modalités dans l'appréciation de ce caractère politique des litiges. Alors, premièrement, il convient de préciser que l'appréciation de la recevabilité des recours au Royaume-Uni, c'est un examen qui se mêle de manière irrémédiable à un examen au fond. Ce qui, pour un juriste français, peut paraître tout à fait surprenant, puisque le réflexe, normalement, du juriste français, c'est de traiter ces deux choses-là tour à tour. D'abord, la question de la recevabilité, et ensuite, l'examen au fond. Au Royaume-Uni, le juge va prendre en considération la gravité des griefs allégués, ainsi que la vraisemblance des illégalités qui sont soulevées par les requérants, pour juger, finalement, de la recevabilité du litige. Il y a une deuxième spécificité qui découle assez logiquement de cette liaison de l'examen de la recevabilité et de l'examen au fond, c'est le fait que les juridictions britanniques adoptent finalement une approche très casuistique lorsqu'elles interrogent la justiciabilité d'un litige. C'est-à-dire, plus précisément, qu'elles ont tendance à prendre en considération les implications des actes contestés sur les droits fondamentaux. Dit comme ça peut sembler évident, et ça peut peut-être nous sembler d'autant plus évident à nous qui connaissons un petit peu la jurisprudence britannique, mais encore une fois, pour le juriste français, pour celui qui connaît la jurisprudence administrative française, ce n'est pas si évident que ça. Ce que je voudrais dire tout de même, c'est que cette manière d'appréhender la justiciabilité du recours, qu'on pourrait qualifier de casuistique, de conséquentialiste presque, c'est une approche qui est tout à fait compatible, voire très similaire à celle qui est adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette jurisprudence qui est complexe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle a été amenée à se prononcer sur, enfin en tout cas à considérer le refus des juges nationaux de trancher certaines affaires, en raison de leur caractère politique, elle a toujours refusé de voir dans cette injusticiabilité elle-même une atteinte au droit au recours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Cour commence toujours par rappeler que le droit au recours n'est pas un droit absolu et que ce droit au recours peut faire l'objet de restrictions dans un but légitime. Et très récemment, en avril 2024, dans un arrêt Tamazoun, qui est une décision relativement importante, la Cour a bien expliqué que le respect de la séparation des pouvoirs pouvait constituer un but légitime qui justifierait une restriction de la compétence du juge. Et donc effectivement, on voit qu'à chaque fois dans ce type de cas, la Cour regarde quels sont les griefs qui sont invoqués contre l'acte qui est contesté. Et encore une fois, plus les conséquences sont importantes sur la situation des requérants, mais même plus généralement sur les droits fondamentaux, la Cour va considérer que là, le recours sera particulièrement nécessaire. Le droit au recours doit être d'autant plus protégé. Voilà, je voulais vous parler d'un dernier élément, je vais un petit peu plus vite, mais cette approche casuistique-là, on la retrouve aussi dans la manière dont la jurisprudence britannique a traité des clauses d'exclusion, des Auster clauses, qui sont en fait des clauses insérées par le législateur et qui en fait indiquent au juge qu'il ne pourra pas se prononcer contre certaines décisions.
Les juridictions britanniques, de manière un petit peu étonnante, ont de longue date accepté d'écarter certaines de ces clauses et donc ont reconnu leurs compétences en dépit de l'existence de ces clauses et en dépit du principe de souveraineté du Parlement. Et effectivement, là encore, on voit que c'est l'approche casuistique, conséquentialiste, le risque d'illégalité qui est pris en considération pour juger ou non de la recevabilité du vote. Alors cette problématique des clauses d'exclusion, elle est particulièrement d'actualité et elle a vraiment créé elle a donné lieu à des passes d'armes assez importantes entre les juridictions, entre la Cour suprême particulièrement et le Parlement, puisque vous savez peut-être qu'une telle clause d'exclusion a été insérée dans la loi de 2024, la loi immigration, qui reconnaissait le partenariat avec le Rwanda pour externaliser le traitement des demandes des réfugiés. Et le texte, effectivement, du Parlement prévoyait que ces décisions de transfert des migrants illégaux ne pourraient pas faire l'objet d'un judicial review sur un point. Elles ne pourraient pas faire l'objet d'un judicial review au motif que le Rwanda ne serait pas un pays sûr. Or, c'est justement cette question, cette idée-là qui avait été le moyen retenu par la Cour suprême britannique et par la Cour européenne des droits de l'homme pour affirmer l'illégalité de ce plan immigration. Donc là, on a eu une utilisation des clauses d'exclusion par le Parlement pour finalement se prémunir de sanctions qui semblaient plus que probables au vu de la jurisprudence antérieure. J'en terminerai par là. Ce sujet-là a été réglé, du moins pour le moment, puisque le projet a été avorté en raison du retour des travaillistes au pouvoir. Néanmoins, cette affaire, elle est quand même assez importante. Elle a le mérite de souligner la crise constitutionnelle latente au Royaume-Uni. Et à mon sens, cette crise constitutionnelle, elle tient surtout au fait que tous les stratagèmes rhétoriques qu'avait jusqu'alors utilisé le juge pour ménager le principe de souveraineté du Parlement, tout en y posant de très importantes limites, ces stratagèmes rhétoriques me semblent plus tenables. Et à mon avis, la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme a joué en ce sens un rôle très important. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire d'avoir respecté à quelques secondes près le timing. Il y a un peu de marge de manœuvre, je le dis aussi pour Pauline. Alors, seulement je pense que tu as bien fait le pont avec la première série de conférences qu'on avait eues au mois de janvier, et qui évidemment, quand on parle de souveraineté du Parlement et de séparation des pouvoirs, on est sur des problématiques qui sont naturellement proches, mais qui nous permettent de comprendre, encore une fois, et ça va faire la transition vers l'intervention de Pauline, pourquoi ça ne plaît pas forcément aux conservateurs. Les conservateurs ont une certaine conception du droit, d'un système juridique à un instant T, duquel ils ne souhaitent pas se départir, on l'avait vu aussi la fois passée, qui vise à préserver la souveraineté du Parlement. Ils n'ont pas forcément évolué avec leur temps, et surtout, ils n'assument pas un certain nombre de contradictions. Alors peut-être que Pauline va les évoquer en revenant sur l'épisode de l'affrontement entre la Cour suprême et les conservateurs britanniques à l'occasion du Brexit, avec en toile de fond, évidemment, toujours le système de la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'on pensait que les Britanniques étaient plutôt tentés de sortir du système européen des droits de l'homme plutôt que de l'Union européenne. C'est l'inverse qui s'est fait. Mais on voit bien qu'en définitive, pour les conservateurs, tout cela est un pot commun. D'ailleurs, ils jouent de cette confusion. Commencer évidemment par remercier Aurélien et les organisateurs de cette série de conférences ici et à distance pour leur invitation. Je suis vraiment ravie d'être venue jusqu'ici et aussi ravie de faire dialoguer un petit peu le droit et la science politique autour de l'objet qui nous rassemble, le Royaume-Uni. Et ça, c'est beaucoup grâce à Aurélien. Donc, je suis ravie de cette nouvelle occasion de le faire. Alors, malgré les titres de cette séance, je ne vais pas parler de la CEDH, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le plan politique, évidemment. Et Aurélien y a fait allusion sur les désaccords et sur l'objet politique CEDH, qui est devenu une espèce de totem
pour un certain nombre d'eurosceptiques britanniques de façon assez surprenante finalement. Mais bon, ce n'est pas de ça dont je vais parler. Je vais parler d'un autre type de confrontation entre le politique et le juridique qui s'est noué cette fois autour, ou plus exactement après le référendum de 2016 excusez-moi, sur le Brexit. Plus particulièrement, je voudrais parler de l'usage politique qui a été fait par une partie conservateur, en tout cas du gouvernement conservateur, et ses alliés pro-Brexit hors du parti, à savoir UKIP. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette alliance, évidemment, qui n'est pas une vraie alliance, mais enfin une alliance de circonstances, en tout cas au moment du référendum. Dans un contexte, donc, et j'utilise le terme avec toutes les précautions qui s'imposent, de montée du populisme autour de 2016 au Royaume-Uni. Alors évidemment, en sciences politiques, on se dit qu'il faut surtout éviter ce genre de mots à la mode, comme celui du populisme, mais je le fais tout de même en prenant une acception extrêmement simple et basique ici, qui évidemment mériterait beaucoup plus de discussion que nous n'allons le faire, et c'est vraiment plus comme un outil et un point de départ que je l'utilise, qui est cette prétention de certains hommes, en l'occurrence, surtout, mais quelques femmes aussi, politiques, à parler au nom du peuple, d'une part, et à opposer un peuple unifié, dont la volonté serait évidente et unique, à des élites, un establishment, on dirait peut-être plus côté britannique, qui, par définition, trahirait la parole du peuple et serait plus ou moins corrompu. Donc c'est une définition, encore une fois, vraiment basique, que j'emprunte tout simplement à des gens comme Cass Müde ou Jan Werner Müller, et qui a le mérite de pouvoir s'appliquer à beaucoup de terrains différents, mais surtout ici à ce qui est en l'occurrence une opposition aux juges. Donc, les juges, alors ça a été, pardon, je vais trop vite, ça a été utilisé, les attaques contre les juges et cette prétention à parler au nom du peuple contre les élites, parmi lesquelles les juges, donc, ne date pas évidemment de 2016, mais on la retrouve dès les années 90 et surtout 2000, essentiellement au départ, encore qu'il y aurait des discussions intéressantes à faire sur le populisme de Margaret Thatcher, ou le populisme des années 2000, en tout cas au sein du Parti conservateur, mais enfin en tout cas, on le trouve de façon évidente chez UKIP, dès le départ. UKIP est un parti anti-européen, mais c'est surtout peut-être d'abord un parti anti-élite. Et c'est en tout cas comme ça qu'il a été beaucoup interprété, et que ces résultats électoraux s'expliquent pour une large part. Le Parti conservateur, pardon, ensuite, en tout cas à partir de 2005, c'est-à-dire à partir du moment où l'immigration est devenue un sujet central dans le discours conservateur, enfin, l'immigration au sens de limite à l'immigration, c'est à partir de 2005, c'est Michael Howard, au moment des élections législatives de 2005. Et puis, bien sûr, alors là, le moment où ce populisme anti-élite se déploie le plus évidemment, c'est pendant la campagne référendaire de 2016. Et je vous renvoie à un exemple resté célèbre, qui est celui de Michael Gove, expliquant pendant la campagne que les électeurs britanniques en avaient assez des experts, quand on lui avait fait remarquer que tous les économistes étaient unanimes pour prévoir des conséquences négatives, disons, d'un éventuel Brexit sur l'économie britannique. Donc ça, c'est un peu le cas classique. Mais donc, ce rejet des élites londoniennes, politiques, médiatiques également, c'est aussi, bien sûr, dans le fameux blob
dont parlait Dominique Cumming. Le terme est un peu passé de bonne. Enfin, il y a eu un moment où on entendait beaucoup parler de blob. Comprenait très clairement les juges en général, et en particulier les juges de la Haute Cour d'une part et de la Cour suprême d'autre part, accusés, et c'est ce dont je vais parler maintenant, de ne pas obéir à la volonté du peuple. Derrière, bien sûr, et je ne fais ici que les mentionner, parce que vous êtes tous beaucoup plus compétents que moi pour en parler, se posait évidemment, et la raison pour laquelle je pense la crise a été aussi forte à ce moment-là, c'est qu'elle se déroulait sur un fond d'antagonisme, enfin en tout cas de concurrence de légitimité entre la légitimité populaire issue du référendum et la légitimité du Parlement de Westminster, qui est quand même censé détenir la souveraineté et non pas le peuple directement en tout cas. Donc, et plus généralement, je dirais, en l'occurrence, même au-delà de cette concurrence de légitimité, il y a eu aussi, c'était aussi le signe d'une concurrence entre, je dirais, l'exécutif et l'état de droit, c'est-à-dire jusqu'à quel point le gouvernement pouvait ou pas maîtriser le processus de sortie du Brexit. C'est ce dont je vais parler en parlant très, très rapidement de deux épisodes vraiment spectaculaires, intéressants en tout cas, qui ont eu lieu à deux moments du long processus post-référendum, mais pré-Brexit. Le premier, donc, c'est le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne à la fin de l'année, entre la fin de l'année 2016 et début 2017. Et la seconde, c'est l'épisode de la prorogation. Je ne sais pas s'il faut traduire ou pas ce terme. Prorogation ou suspension. Enfin, moi, je pense qu'il faut garder prorogation grâce à nos amis canadiens. Bon, alors. Parce qu'une suspension, pour nous, en droit, on en c'est peut discuter, mais ce n'est pas le bon terme. Prorogation, donc, on recommence à zéro. Suspension, on repart pas à zéro. Donc, il s'agit bien donc de la prorogation du Parlement à l'automne 2019, donc 3 ans plus tard. Et ce que je voudrais faire, c'est d'abord vous rappeler et vous montrer très vite ce qui s'est passé, et puis dans ces deux moments clés du processus, et puis essayer de tirer quelques enseignements de ces deux épisodes. Donc le premier, je disais, c'est le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne. La grande question, alors vous connaissez mieux l'article 50 du traité de Lisbonne que moi, l'intérêt c'est qu'il est très court, donc même moi, je le comprends. C'est très simple, le traité de Lisbonne prévoit que le gouvernement du pays qui souhaite sortir de l'Union européenne déclenche un processus qui prendra au maximum 2 ans, soit il y aura un accord avant ces 2 ans, soit au bout de ces 2 ans, même s'il n'y a pas eu d'accord, il y a une sortie automatique, vous me dites si je me trompe, du pays en question, donc le Royaume-Uni ici, de l'Union européenne. La question qui s'est posée à l'automne 2016, c'est qui devait déclencher l'article 50. Et le gouvernement de Theresa May a très vite dit que c'était une prérogative. Alors, je à peine utiliser le mot prérogative parce que c'est peut-être un faux ami ici, mais enfin que c'était du ressort, en tout cas, du gouvernement et non pas du Parlement. Une raison politique à cela très claire, c'est qu'à l'époque, donc on parle encore du Parlement élu en 2015, il n'y avait pas de majorité favorable au Brexit au Parlement. Ça a changé ensuite, mais à ce moment-là, elle craignait donc des manœuvres de la part de l'opposition, mais aussi d'une partie des députés conservateurs, qui pourraient essayer de s'opposer au Brexit. Donc c'est ça, évidemment, derrière le discours, qui motivait cette décision. Il y a eu donc un recours, c'est le fameux Miller One, dont Adrien parlait tout à l'heure, donc mené par Gina Miller, qui a d'abord abouti à une première défaite du gouvernement devant la Haute Cour en novembre 2016. Et ensuite, il y a eu donc un jugement de la Cour suprême en janvier 2017 qui a confirmé que c'était au Parlement de déclencher l'article 50 et non pas au gouvernement. Par parenthèse, mais je ne me lasse pas de le rappeler, le Brexit s'est quand même fait au nom de la souveraineté parlementaire. Et donc la
tentative de prise de contrôle par l'exécutif de toutes les procédures liées au Brexit, c'est quand même un tout petit peu paradoxal. Mais enfin, voilà. Mais c'est pas là l'objet de mon propos. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les réactions de cette espèce de milieu politico-médiatique autour du Brexit qui ont suivi donc ces deux décisions. Alors d'abord, en novembre, donc sur la décision de la Haute Cour, je vous voici un exemple évidemment que je vous ai mis, mais c'est la première page du Daily Mail qui est restée extrêmement célèbre, qui donc accusait les juges responsables de cette décision de trahison et d'être des ennemis du peuple avec leurs photos quand même. Photos en première page, et je vous ai mis aussi à côté des extraits de ce qui allait avec à l'intérieur, enfin du texte, des textes qui apparaissaient dans le journal et qui sont tout à fait éclairants, puisqu'on y retrouve donc to defy the will of the British public, des attaques contre bien sûr les Remainers, gloating Remainers, boasting about a victory for democracy, avec tous les guillemets, comment peuvent-ils oser parler de démocratie, hein. Et puis tout un vocabulaire sur lequel je ne reviens pas, hein, to plot how the ruling could be used to force Mrs. May to reveal more about her broad negotiating aims, etc. Et puis bien sûr la mise en avant des réactions des Brexiters, avec des attaques tout à fait typiques de ce populisme dont je parlais, c'est-à-dire l'idée que ces juges sont déconnectés du peuple, qui ne sont pas élus, naturellement, ça c'est le grand classique, évidemment, qu'on retrouve aussi pour la Commission européenne, etc. Enfin, cette opposition classique entre élus et non-élus. Donc, si on n'est pas élu, on n'a aucune légitimité pour prendre quelque décision que ce soit. Et puis, je rappelle juste donc, les termes de crise constitutionnelle, quand même, utilisés à ce moment-là par des gens comme Dominic Raab, qu'Aurélien citait tout à l'heure, ou Ian Duncan Smith. Une série d'attaques personnelles donc, contre les juges dans la presse, et puis le silence assourdissant de celle qui était à ce moment-là ministre de la Justice, c'est-à-dire Liz Truss, qui était quand même censée prendre la défense de l'autorité judiciaire et qui ne l'a pas fait à ce moment-là. Après le second jugement, c'est bien le terme qu'il faut utiliser, celui de la Cour suprême. Ah bon, alors je n'ai pas scrupule, je l'utilise. Si même les juristes ne sont pas sûrs. Donc là... Les Cours suprêmes disent arrêt, décision. Ah bon, alors... Moi, je préfère garder le vocabulaire. Bon, enfin bref, vous voyez ce dont je parle. Oui, de toute façon, voilà. Voici quelques réactions citées par la BBC, donc en janvier, après cet arrêt ou ce jugement, et où on voit que du côté gouvernemental, que ce soit Johnson ou l'Attorney General Jeremy Wright, sont mécontents, mais acceptent à peu près cette décision, alors que UKIP, à l'époque, alors c'est le court moment où ce n'est plus Farage qui est à la tête de UKIP, et UKIP existe encore, mais plus pour très longtemps, enfin en tant que force politique significative, disons. Et là, on retrouve, alors chez UKIP, on retrouve absolument le même vocabulaire que vous voyez dans la dernière phrase. Même chose pour la presse. Alors là, vous voyez deux journaux dont l'attitude vis-à-vis du Brexit est complètement différente. Le Daily Mail à gauche, qui n'est pas à gauche politiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été très très en pointe pour le Brexit, contre l'Union européenne, alors que le Times à droite a eu une position assez... non-committal, je dirais, enfin, plutôt pour Remain, sans grand enthousiasme, mais plutôt pour Remain. Et donc, vous voyez, là où le Times parle de la dimension historique de ce jugement, de cet arrêt, le Daily Mail se plaint et annonce déjà que ces terribles députés auxquels on ne peut pas faire confiance vont essayer de profiter de ce jugement pour empêcher le Brexit. Donc voilà un premier exemple
de la façon dont les médias et certains hommes politiques ont tenté de monter l'opinion contre les juges accusés de vouloir empêcher le Brexit. Parce que, bien sûr, les juges, par définition, font partie de cette élite qui s'opposait au Brexit. Deuxième exemple, alors on change de gouvernement, ça n'est plus Theresa May, c'est maintenant Boris Johnson, 2 ans et demi plus tard, pardon. Donc septembre 2019, en 2 mots le contexte, c'est donc, il est devenu Premier ministre en juillet 2019 après la démission de Theresa May, qui avait donc échoué à faire ratifier par le Parlement au printemps, par 3 fois, l'accord de sortie de l'Union européenne, Withdrawal Agreement, qu'elle avait négocié à Bruxelles. Donc le Parlement est complètement bloqué, paralysé. Il n'y a pas eu de majorité pour accepter cet accord, mais il n'y en a pas eu non plus pour proposer une autre solution, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc on est dans un moment de paralysie qui a convaincu Theresa May de démissionner, et Johnson s'est fait élire à la tête du Parti conservateur et donc est devenu Premier ministre sur la promesse de Get Brexit Done. Mais, et ça va, au cours de l'été, il est allé jusqu'à menacer de sortir de l'Union européenne sans accord à la fin octobre 2019, qui était la dernière date prévue après un premier report en mars 2019. Un petit rappel de cette chronologie un peu compliquée, oui. Mais j'espère que vous... Enfin, je pourrais toujours y revenir si c'est pas très clair pour les étudiants, ce que je comprendrai tout à fait. Bref, Johnson veut absolument sortir de l'Union européenne, il joue sa crédibilité politique là-dessus, et il craint que le Parlement se mette d'accord, au moins pour l'empêcher de sortir sans accord. Et de fait, Hilary Benn, fils de Tony Benn, député travailliste, a réussi à faire adopter début septembre une loi qui forçait le gouvernement à demander une nouvelle extension de l'article 50 si aucun accord n'était trouvé d'ici la fin octobre. Et c'est donc à ce moment-là, pour avoir les mains libres, que Johnson demande à la reine de proroger le Parlement pendant 7 semaines. Alors que l'usage, quand il y a prorogation, c'est de ne faire que pour quelques jours avant le discours du trône, si je ne dis pas de bêtises. Alors, réaction très très vive à la fois au Parlement et dans l'opinion publique, là pour le coup, et une nouvelle fois, recours devant cette décision. Donc, plainte devant la Haute Cour, qui, curieusement, mais vous savez sûrement pourquoi, mieux que moi je ne sais pas, donne raison dans un premier temps à Boris Johnson, et c'est ensuite, quand il y a le recours à la Cour suprême, Miller 2, donc, le 24 septembre, à l'unanimité, la Cour suprême juge donc que cette prorogation est illégale et force le Parlement à se réunir, et force Johnson à réouvrir, si je puis dire, le Parlement. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est les réactions. Et une fois de plus, le contraste. Donc ici, vous voyez la couverture du Guardian qui attaque Johnson, qui s'est conduit de façon... qui a pris une décision illégale. Et puis à droite, vous avez la presse eurosceptique qui, là encore, tombera bras raccourcis sur la Cour suprême, et Lady Hale, que vous avez reçu ici même il y a quelque temps, si je ne me trompe pas, il y a un an, voilà, qui a été un peu l'héroïne de cet épisode, et qui s'est fait attaquer de façon extrêmement violente, notamment dans cette presse. Et vous voyez, avec les titres du Daily Mail, par exemple, très bien cette interrogation, encore une fois, sur la légitimité. Qui est-ce qui est légitime à prendre les décisions? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est les juges de la Cour suprême? Et pour cette presse, il n'y a même pas de discussion. C'est le gouvernement démocratiquement élu qui doit pouvoir décider ce qu'il fait du Parlement.
Et c'est là où Jacob Rees-Mogg, donc un des plus virulents, l'inénarrable défenseur du Brexit, a parlé de constitutional coup, ce qui est quand même de la part de quelqu'un qui se prétend défenseur du modèle constitutionnel britannique, plutôt assez étonnant. Quant à Johnson lui-même, il est beaucoup moins prudent que le gouvernement 3 ans plus tôt et attaque très clairement la Cour suprême, donc le Premier ministre qui attaque la Cour suprême, donc une institution centrale qui en attaque une autre, en disant qu'elle a été wrong to pronounce on a political question at a time of great national controversy. En d'autres termes, la Cour suprême n'a pas à prendre une décision sur un sujet politique. Je pense discutable pour des juristes. Donc, qu'est-ce que tout cela nous dit de l'évolution du paysage politique britannique, en tout cas dans ces années-là? La première chose, me semble-t-il, c'est qu'on a évidemment l'usage classique dans un contexte populiste et plus généralement dans un contexte d'érosion de la démocratie, on va dire ça comme ça, ce qui est celui du bouc émissaire. Donc voilà, tout est de la faute de la Cour suprême, mais tout est de la faute aussi des parlementaires. Tout est de la faute de cette élite politique ou politico-juridique qui se permet d'émettre des doutes sur le bien fondé de ce que fait le gouvernement quand il applique le résultat du référendum. Bien sûr, sur le plan politique, c'est d'autant plus facile de cibler des juges qui ne peuvent pas répondre. Et donc, il y a eu évidemment un silence et en tout cas, peu de conservateurs pour prendre la défense de l'institution comme telle. Ce qu'on voit aussi à ce moment-là, c'est, et ce que j'essaie de vous montrer, c'est cette connivence entre les eurosceptiques, les brexiteurs les plus radicaux, prêts à tout, à sortir dans n'importe quelle condition et défendant l'idée que ça serait une libération pour le pays, dans tout état de cause, et une bonne partie de la presse. Alors évidemment, il y aurait toute une discussion à avoir, je n'ai pas le temps de l'avoir, sur l'influence de la presse dans ce contexte politique très particulier, mais il faut aussi imaginer qu'on retrouve la même chose et à une échelle énorme sur les réseaux sociaux, évidemment, que je ne vous ai pas montré ici. Et on a ici vraiment une espèce d'alliance de fait entre une partie de la classe politique et cette presse-là et ses propriétaires de presse-là. On remarque également qu'il y a peu de différence, et c'est le cas depuis la campagne de 2016, la campagne du référendum, entre le discours conservateur et le discours de UKIP. C'est-à-dire qu'il y a une porosité entre ce qui était le parti traditionnel de soutien aux institutions, justement, qui était le parti conservateur, et le parti protestataire, populiste UKIP. Cette distinction qui, à une époque, était quand même claire, tente à disparaître à ce moment-là. Et plus généralement, je dirais qu'il y a une espèce de normalisation du discours populiste pendant cette période qui est assez surprenante. Pour finir, j'ai envie de demander si tout cela n'est qu'un épisode dans cette histoire récente qui nous est apparu sur le moment comme très important, mais qui finalement, la page a été tournée avec la sortie effective du Brexit, ou est-ce qu'on a là un mouvement de fond d'opposition aux juges en particulier, puisque c'est de ça dont on parle, mais encore une fois, j'essaie de montrer que c'est partie d'un mouvement plus vaste. Ce qui est clair, c'est que l'arrivée au pouvoir de Rishi Sunak à la fin de 2022 a mis un terme, en tout cas, à cette violence vis-à-vis des juges de la part du gouvernement, ce qui était quand même peut-être ce qu'il y avait de plus frappant, je dirais. C'est quand un parti au pouvoir se livrait à ces attaques-là. Et bien sûr, a fortiori avec le retour des travaillistes au pouvoir.
Cela dit, je resterai très prudent, puisque vous savez que le parti qui a pris la succession de UKIP, Reform UK, a le vent en poupe aujourd'hui, hein, et très haut dans les sondages. On va voir si Trump leur sert encore plus de marchepied ou au contraire de repoussoir. Ça va être intéressant à étudier dans les mois et années qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que ce discours populiste n'a pas disparu du tout, et il n'a pas disparu non plus de la part des conservateurs dans l'opposition aujourd'hui, même si ça n'est... Alors, ça peut être contre les juges, en tout cas contre la CEDH, ça il n'y a aucun changement, et la leader actuelle du Parti conservateur continue à prétendre vouloir en sortir, mais il y a aussi des attaques contre les juges, alors plus sur la question du Brexit, évidemment, aujourd'hui, mais on a vu des attaques permanentes, récurrentes de Nigel Farage contre les juges qui seraient soi-disant pas assez durs contre les minorités ethniques. Et on l'a vu au moment des émeutes de l'été dernier, quand les émeutiers ont été condamnés à de lourdes peines très rapidement, et donc des émeutiers qui étaient plutôt proches de l'extrême droite que défend Farage. Et Farage a accusé les juges d'être beaucoup plus durs avec les Blancs donc responsables de ces émeutes, qu'avec les minorités ethniques. Et donc voilà. Et cette idée que les juges seraient politisés, que les juges auraient un agenda personnel ou institutionnel, disons, politique, est loin d'avoir disparu. Donc voilà. Merci beaucoup, Pauline. Alors, ton intervention suscite évidemment beaucoup de questions. Tu as embrassé parfaitement même la matière juridique, donc moins familière. On y reviendra peut-être dans la discussion. On parlait toutes les deux de crise constitutionnelle. Moi, j'aime bien faire la distinction entre crise politique et crise constitutionnelle. Je pense qu'on a eu affaire à une crise politique qui a mis sous tension les institutions, mais qui finalement, pour l'instant, résiste. Et on en parlait ensemble au déjeuner. J'ai même quelques doutes, même si c'est quelqu'un qui m'est évidemment pas sympathique du point de vue du juriste, hein, Nigel Farage. Je le vois mal faire ce qu'a fait le mouvement MAGA aux États-Unis. Et quand on regarde, tu évoquais la succession, tu n'as pas pu développer évidemment entre les partis UKIP, Reform UK, etc. Avant c'était le Brexit Party. Enfin, à l'intérieur, c'est très loin d'être cohérent. Je me demande si c'est même. Il y a eu une espèce de bronca des MPs, parce que pour la première fois, on a 5 MPs de ce parti politique qui ont accédé à Westminster en 2024 à la suite des élections, mais il commence déjà à y avoir des bisbilles. On a l'impression, toute chose égale par ailleurs, d'avoir un peu les luttes intestines du temps du Front National à la fin des années 80, début 90. Alors j'essaie de me rassurer comme je peux, j'essaie de garder un petit peu d'optimisme quand même, mais on est très loin quand même d'une structuration, de mon point de vue, idéologique et doctrinale aussi forte qu'on peut en avoir du côté MAGA aux États-Unis, ou en France maintenant avec le Rassemblement national, où il y a encore des limites, hein, on l'a bien vu aux élections, hein. Il y avait certains candidats, c'était quand même très spécial, très folklorique. Donc on reste encore dans un côté, oui justement, un peu folklorique de ces partis qui surfent sur des vagues, et comme tout bon surfeur, et moi étant un grand surfeur comme tout le monde le sait, c'est pas vrai du tout. La vague, souvent, elle s'écroule. Ce qui devient gênant, c'est quand il y a un vrai corps politique, une structuration politique très forte. Pour le coup, il y a une partie du Parti conservateur, mais qui est bien plus experte que moi là-dessus, qui est effectivement un fond quand même idéologique. Les Jacob Rees-Mogg, Déborah vient de faire la connexion avec Papa, qui était déjà très anti-communautés européennes à l'époque. Il y a un mouvement de fond où être conservateur, c'est le droit d'avant. Voilà. Sauf que c'est tout sauf respecter ce qu'est la Constitution britannique, de penser qu'il y a une Constitution d'avant. Elle est effectivement conservatrice parce qu'il me semble qu'il y a une impression de continuité, mais en fait, c'est, comme je l'ai utilisé parfois dans des articles, c'est un work in progress, la Constitution britannique. Donc il n'y a rien de plus anti-britannique que de dire qu'on peut être finalement, dire c'était mieux avant. Parce que, j'allais dire, qu'ils aillent relire les écrits de Lord Cook
à l'époque des Stuarts, ils verront à quel point, là à l'époque d'ailleurs, il n'y a pas de concept de séparation des pouvoirs ou quoi que ce soit. Bon, là, il y avait vraiment un affrontement politique contre un juge, et d'ailleurs il l'a payé un petit peu, et les Stuarts. Mais c'est vraiment des problématiques dont on va sans doute débattre. Puis bon, tu as fait le lien avec la question politique. Justement, nous, on essaie, alors il n'y a pas de définition, comme l'a dit Claire, puis tu reviendras, peut-être qu'elle pourra te répondre sur la justiciabilité, mais pour répondre à ta question sur la High Court, elle a dit non. Alors au début, nous, plutôt, je me souviens, j'avais discuté avec un autre collègue qui s'appelle Thibaut Guilluy, que tu Villet connais bien. La décision de la High Court à l'époque de la prorogation ne nous avait pas surpris particulièrement. Et justement, et j'ai eu des échanges avec Paul Craig là-dessus, la Cour suprême va quand même très loin. Et d'ailleurs, Lady Hale, j'ai donc eu des échanges avec lui, avec Paul Craig et avec elle, elle a bien précisé que c'était un one-off. Et on revient à la casuistique que tu mentionnais. Il est hors de question d'en faire une généralité. La doctrine se pose un peu la question de savoir, mais est-ce que s'ouvre pas, avec cette jurisprudence de la Cour suprême, des velléités de contester au contentieux des décisions dont on n'aurait même pas pensé que ça puisse avoir lieu. Et il y a 2 ans, 1 an et demi, il y a un citoyen qui a contesté le mode de désignation du chef du parti conservateur qui devient Premier ministre, donc ce qui revient en fait à contester le mode de désignation du Premier ministre. Alors ça a été écarté par une juridiction, et ça a bien ouvert un domaine des possibles. Et je me souviens que dans la critique que j'avais pu faire de Miller II, une dimension très positive, mais il y a une dimension critique, c'est d'ouvrir un champ des possibles et de multiplier et de favoriser la judiciarisation des rapports politiques. Or, il faut que chacun reste aussi à sa place, et c'est évidemment un équilibre très difficile à trouver. Et la High Court, en fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle considère que les relations entre le Parlement et le gouvernement relèvent du champ politique qui n'est pas celui du juge. Et on a la même chose en France à travers une théorie qui s'appelle les actes du gouvernement, où le Conseil d'État, par exemple, a refusé de juger des relations entre le Parlement et le gouvernement. L'opportunité d'une dissolution, par exemple, c'est pas possible de pouvoir l'examiner. Voilà. Mais c'est des questions absolument passionnantes. Mais évidemment, on assiste à une réduction en peau de chagrin de ces domaines-là, ce qui est normal dans une démocratie avec le progrès de l'état de droit, sans qu'on sache vraiment où est la limite, jusqu'où est-ce que tout est justiciable, au risque, et ça c'est un autre danger, que le Parlement lui-même n'exerce plus sa fonction de protection de la Constitution, qui est très importante au Royaume-Uni. Mais bien évidemment, dans tout ce que tu nous présentais, ce n'était pas du tout ce genre de débat qui était en cause. Déborah, j'ai noté quelques réactions. Voilà, et donc je vais te laisser la parole après les mots. Oui, j'ai noté quelques réactions à vos 2 interventions très riches, et merci encore. Je voulais d'abord rappeler aussi que le Royaume-Uni a été très lent à recevoir la CEDH dans son système. Elle a été signée en 50. Ils vont attendre Tony Blair quand même pour qu'il déclenche cette transposition et qu'elle soit effective en 2000. Et donc ça, c'était pour la forme purement politique, mais sur le fond aussi, on voit que le Human Rights Act, dans cette Human Rights Act, il y a plein d'instruments juridiques qui permettent en fait aux cours de ne pas appliquer la CEDH. J'ai pris 2 exemples. Le premier, c'est la section 3, je crois, articles 3 et 4. Je ne suis plus très sûre des articles, il faudrait vérifier, mais il y en a un qui permet, qui demande en tout cas aux juridictions d'interpréter so far as it is possible to do so, donc autant que possible, de rendre compatible la loi avec la CEDH. Et il y a plein d'exemples où la Cour suprême dit bah là c'est pas possible. Là on ne peut pas avoir une interprétation conciliatrice et donc on décide de ne pas appliquer la CEDH. Et ça, il y en a plein des exemples. Et on voit que dans les années 2000, l'application, elle se fait de manière timide par les juges eux-mêmes de la CEDH, parce que je pense qu'ils sentent aussi qu'il y a peut-être des résistances. Eux-mêmes, d'ailleurs. Il y en a quelques juges, d'ailleurs, dans certains arrêts, qui sont presque vexés, puisqu'ils avaient effectivement, comme tu l'as très bien dit, pris l'habitude de chercher dans leur droit, dans leur common law, des principes équivalents. Il y en a même un qui, dans un arrêt, dit expressément que des chartes qui protégeaient les droits existaient d'abord, avant, et que la CEDH, en fait, est une sorte de pâle copie du droit
droits fondamentaux anglais. Bon, donc il y a cet article-là, il y en a un autre sur la déclaration d'incompatibilité, qui permet donc aux juridictions de faire des déclarations d'incompatibilité lorsque là, cette fois-ci, ils estiment qu'une disposition législative serait incompatible. Mais cette déclaration d'incompatibilité, elle est sans effet, puisqu'elle n'a absolument aucun effet juridique. Elle ne permet pas d'abroger les dispositions de la loi, et c'est un instrument, là, pour le coup, très politique, qui permet, et d'ailleurs, les déclarations d'incompatibilité sont souvent utilisées dans les contentieux associatifs, puisqu'ils permettent en fait aux associations de faire du lobby ensuite auprès du Parlement pour que le Parlement, puisque la souveraineté revient toujours au Parlement, que le Parlement bouge et abroge lui-même, ou en tout cas modifie à tout le monde, les dispositions contestées. Et donc, en fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant ce droit anglais, c'est cette porosité absolue qui est peut-être encore plus palpable en droit anglais qu'en droit français, bien que le droit constitutionnel soit quand même de base le support, quand même le vecteur d'une porosité politique inhérente. Mais je me rappelle de Lord Reed, qui à l'époque dirigeait la Cour suprême, qui a dû se prononcer sur la décision sur le référendum d'Écosse, lui-même écossais, et qui trouve par un truc sorti de son chapeau, vraiment, parce que juridiquement il n'y a aucune explication, et qui dit, en fait non, les Écossais, vous n'êtes pas libres d'organiser, enfin en tout cas vous n'avez pas l'initiative de l'organisation du référendum, c'est Westminster qui doit décider. Les Irlandais là-dessus ont été un peu plus malins que les Écossais, mais là, moi je vois pas d'autre argument, je vois aucun argument juridique à cette décision. Sur le référendum, le lancement de l'Écosse, ouais, j'ai pas mal commenté. Ouais, je sais. J'ai un point de vue différent. Non, c'est une question pas dévolue. Donc à partir du moment où tu ne peux pas... Oui, c'est reserved matters. Donc c'était toute la question de savoir si c'était une question de... Mais Lord Reed, dans sa décision, raccroche ça au domaine réservé de Westminster en disant... en fait, là, on ne doit pas considérer le sujet en lui, parce que le sujet en lui ne concerne que les Écossais, mais les effets d'un référendum. Oui, c'est l'effet d'un référendum. Il a considéré que quand bien même le référendum serait consultatif, on sait très bien qu'il lirait politiquement ensuite. Alors, faut deux choses quand même. Bon, il faut quand même rappeler qu'en ce qui concerne le problème d'incompatibilité, non seulement le lobbying auprès du Parlement, mais surtout auprès du gouvernement à travers les Parliamentary Orders, parce que la plupart du temps, c'est bien le gouvernement qui vient réduire l'incompatibilité. C'est outre parce que le Parlement n'a pas forcément de temps. Il y a quand même un suivi. Et dans le cas écossais, Sturgeon a voulu s'en sortir par un avis consultatif. Mais enfin, il faut se mettre à la place du juge. Comment aurait réagi Londres s'il s'était opposé, n'importe quoi, une réponse du peuple écossais à 55% ou 52% favorable à l'indépendance? Mais donc ce n'est pas un argument juridique, mais c'est politique. C'est de nature juridique, puisque ça va avoir des conséquences juridiques. C'est une vision conséquentialiste. Mais si tu es dans une limite de... Rien n'est purement juridique. Non, mais je suis d'accord avec toi, et en particulier sur le droit constitutionnel. Voilà. Mais là, c'était un exemple qui était pour le moment flagrant, de dire... alors, je suis d'accord, en fait, sur le fond, évidemment, si on autorise même une consultation sur le référendum, évidemment qu'il n'y va pas de l'intérêt du Royaume-Uni que de permettre ce référendum, puisqu'on sait très bien que les Écossais n'ont qu'une hâte, c'est de sortir du Royaume-Uni pour rejoindre l'Union européenne. Oui, mais non, on regarde les sondages, c'est même pas les sondages, en tout cas, à l'époque de la décision, les sondages, étaient dans ce sens. Donc, bon, je comprends que la Cour suprême est derrière aussi la question très politique de l'unité du Royaume. Et finalement de conserver l'unité. Mais il n'y a rien de très original. Tu prends la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur le côté réversible ou non de la sortie du Royaume-Uni. Il y a une justification. Enfin, on le sait tous, en tant que juriste, peut-être que nos amis politistes et civilisationnistes le savent peut-être moins, mais je pense que vous le savez aussi. C'est que le juge parfois sait où il va sans savoir par quel chemin il va passer. Donc il a les buts et puis ensuite il construit son raisonnement juridique. Et je suis persuadé que pour la Cour de justice de l'Union européenne, l'irréversibilité qui n'était absolument pas acquise. Et dans l'absolu, si on veut vraiment faire le juriste borné, la Cour suprême aurait dû poser une question préjudicielle. La Cour suprême du Royaume-Uni sur Miller One aurait dû poser une question préjudicielle pour savoir si le processus était réversible, puisqu'elle a considéré que l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens britanniques par le simple fait de notifier l'intention de retrait portait atteinte à
au droit interne, porter atteinte aux droits et libertés fondamentales protégés en droit interne, et que si elle avait posé une question préjudicielle, est-ce que c'est réversible ou pas? Parce que si c'est réversible, ça change quand même un peu tout. Et d'ailleurs, les spécialistes du droit de l'Union européenne, comme Sébastien Platon, avaient écrit un article juste avant, il avait dit la décision de la Cour suprême, si on se place du point de vue du droit de l'Union européenne et qu'il y a une réversibilité, ça veut dire que théoriquement on peut revenir dessus, donc que les droits et libertés ne sont pas complètement engagés pour l'instant. Mais d'une part, la Cour suprême du Royaume-Uni a refusé de poser cette question préjudicielle, et alors là, j'imagine même pas les unes au Royaume-Uni si, au bout d'un moment, le juge est obligé de prendre en compte des considérations politiques. Et quant à la réponse dans Whiteman de la Cour de justice de l'Union européenne, elle est évidemment aussi d'opportunité. Tout le monde pensait à ce moment-là, sur le continent, que les Britanniques allaient faire un second référendum pour revenir en arrière. En manque total de culture politique britannique, d'ailleurs. Mais la Cour de justice aurait pu dire tout à fait l'inverse. Voilà. Oui, non, mais c'est... Et alors, sur Rees-Mogg, effectivement, alors, je n'avais absolument pas fait le lien avec son héritage familial. Et j'ai cliqué, j'ai fait le lien aussi avec une décision qui avait été rendue, et c'est là aussi on voit l'étendue du pouvoir judiciaire sur la recevabilité. La Cour suprême, dans un arrêt de 1994, lui avait donné locus standi. Alors locus standi, on ne peut pas vraiment le traduire, mais c'est un mélange d'intérêt à agir, capacité à agir. Bon, ils appellent ça locus standi, mais on va retenir intérêt à agir pour ici la simplicité orale. Et donc ils ont reconnu à Lord Rees-Mogg un intérêt à agir pour contester la transposition du traité de Maastricht qui avait été faite par le Parlement. Et je trouvais ça... je ne crois pas qu'on ait un intérêt à agir en France, qu'un citoyen ordinaire ait un intérêt constitutionnel à contester devant le Conseil d'État. Je ne pense pas qu'il y ait un équivalent. Je m'éloigne de plus en plus du droit français maintenant, mais je ne crois pas qu'il existe de tels intérêts à agir équivalents. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et depuis, d'ailleurs, ça n'a pas été le premier, mais le dernier, mais c'est intéressant. Et un autre point aussi sur le rapport des juges, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que le Judicial Review, exception britannique, donc une sorte de recours à excès de pouvoir, s'applique aussi. On peut faire un judicial review contre un jugement d'une juridiction inférieure. Et ça, pour une erreur de droit. Donc c'est quand même limité, mais ça permet quand même aux juges des judicial review, dans leur conception quand même particulièrement large de la recevabilité des recours, d'accepter et de connaître d'un certain nombre de matières qui, je trouve, aussi est une forme inédite de ces juges, des juges en judicial review, qui permet aussi peut-être de... Bon, là, je m'éloigne peut-être un peu loin du sujet politique, mais en fait, ils couvrent tous les sujets de société par ça. Et donc, ça leur donne aussi je pense, l'argumentation des juges de judicial review est, je trouve, un peu plus différente de celle des autres juges qui ont évidemment, du coup, moins... bon, c'est mon avis, mais une analyse un peu moins... plus juridique, mais moins profonde. Et moins contextualisée. Et j'en ai fini, je pense que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. J'ai pas... Non, ça va, je suis restée raisonnable. Il n'y a pas de problème. Alors, s'il y en a qui souhaitent intervenir alors en ligne, j'en profite pour saluer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, l'ensemble des personnes qui sont en ligne, qui me rejoignent. Maintenant, on est plus, il y a plus de monde en ligne que sur place les vendredis. Ah oui, j'avais une dernière remarque à faire, c'était sur pour finir sur ce lien entre Judicial Review et Boris Johnson, quand il a essayé justement à la suite de cette décision sur la prorogation, il s'est dit qu'il essaierait de restreindre le Judicial Review. Donc il a essayé de faire passer un acte qui est un échec absolu, qui réduit absolument rien le Judicial Review. Mais par contre, dans cet acte-là, il y a quand même une ouster clause en matière d'immigration. Ouais. De super ouster clause en matière d'immigration qui en fait interdit, peut-être que je repars de la décision en fait initiale de 2011, on avait un requérant en 2011, M. Carte, qui avait permis en fait, qui avait épuisé toutes les voies de recours en matière d'immigration classique devant les juridictions spécialisées,
donc le tribunal de première instance en matière d'immigration et le tribunal d'appel. Et normalement, ça s'arrêtait là. Et lui, en fait, a ouvert une voie en allant faire une judicial review contre les décisions du Upper Tribunal, du tribunal d'appel en matière d'immigration. Et ce judicial review a été accepté parce qu'il se trouve qu'il y avait une erreur de droit. Et, en tout cas, a été jugé recevable. Et donc, évidemment, il a ouvert une brèche qui a été suivie par tout le monde après, et qui a complètement saturé la High Court. Et donc, à un moment, il fallait aussi réagir aussi. Enfin, là-dessus, je ne veux pas non plus... il y a des choses à dire sur Boris Johnson, mais là, à sa décharge, il fallait quand même aussi réagir. Et donc, il réagit dans ce Judicial Review Act de 2022, où là, il pose une clause d'exclusion de compétences en disant que désormais, en fait, il ferme la voie ouverte par carte, en disant que désormais, les juridictions en matière d'immigration, les décisions rendues par la juridiction d'appel en matière d'immigration sont désormais finales et insusceptibles d'erreur, même en cas d'erreur de droit. C'est marqué expressément dans la loi. Et donc, bon, là encore une fois, voilà, c'était juste un petit point sur... C'est évidemment très important de l'évoquer. Et il y a des gros débats dans la doctrine actuellement sur l'interprétation de cette loi carte et sur ce qu'est l'erreur de droit, parce que du coup, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir par des voies exceptionnelles? Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis le départ de Lord Neuberger et puis après de Lady Hale, les contentieux de droit public ont diminué devant la Cour suprême. Il y a plus de self-restraint. Alors, le fonctionnement de la Cour suprême, tout le monde ne peut pas y aller. Nous, accéder à la Cour de cassation et au Conseil d'État, c'est plus facile que la Cour suprême. Donc il y a du pick and choose dans les décisions du juge. Alors c'est pour nous qui sommes assez rationnels sur les voies d'ouverture et les recours, c'est un peu particulier parce que tu disais très justement, on n'a pas parlé du coût du judicial review, ça coûte très cher de faire des recours au Royaume-Uni. C'est quand même une donnée très importante. Et comme tu disais, le locus standi est en gros l'intérêt à agir, mais même Gina Miller, de contester finalement une décision, de dire je ne vais pas passer par le Parlement de Theresa May devant une juridiction. Moi, je suis des grands spécialistes de droit administratif ici, mais je ne suis pas sûr que ce soit très possible chez nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claire. C'est un intérêt qui n'est pas assez spécifique. Je pense. Et puis nous, je pense que ça basculerait complètement dans les actes de gouvernement. Et ce qui m'intéresse, alors là, c'est peut-être en écho, parce qu'il y a eu quand même un regard très critique des collègues civilisationnistes sur le système, certains collègues civilisationnistes sur ce qui se passait de la crise politique au Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Ils n'ont pas de constitution formelle, c'est un problème. S'il y avait eu un texte, ce serait plus facile. Alors moi, souvent, je leur répondais, mais tu le sais, parce qu'on a eu des échanges. Et tu m'as convaincu. Comment? Tu m'as convaincu. Non, je sais que vous n'êtes pas convaincu. Si. Oui, toi, oui, voilà, d'accord. Parce qu'il me semblait bien que tu avais été la seule que j'avais convaincue. Non, j'exagère un peu, mais est-ce que nous, avec notre constitution formelle, finalement, ça fonctionnerait mieux? On aurait une crise politique si on sortait de l'Union européenne. Il y aurait des affrontements entre les différents pouvoirs. C'est l'évidence même. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment le continent a réagi par rapport aux Britanniques dans une période où nous, on n'était pas encore en crise. Et je dois dire que nos amis britanniques, quand ils nous regardent en ce moment, ils sont quand même beaucoup plus cool que nous. Alors, si je peux, sur ce point, tu m'as tout à fait convaincu sur le fait qu'il fallait distinguer entre crise politique et crise institutionnelle ou constitutionnelle, et que finalement les institutions avaient assez bien résisté, et qu'il y a une espèce de retour à la normale. Mais voilà, ce qui me semble quand même plus inquiétant sur le long terme, c'est cette espèce d'érosion de légitimité, d'autorité, finalement des trois pouvoirs, d'une certaine façon, et du manque de confiance des citoyens vis-à-vis de ces institutions. Et donc tout ce qui entretient ce mouvement de tous pourris, tous corrompus, tous politiques, tous leur propre agenda, tous, etc. Je me demande quand même jusqu'à quel point les institutions peuvent tenir quand il y a cette espèce de corrosion permanente voilà, donc ça serait ma seule réserve par rapport à ce que tu... Les étudiants de première année, enfin quelques-uns, sont présents, mais je leur présente souvent
le lien entre crise politique et crise constitutionnelle comme situation médicale, en fait. Parfois, quand on doit faire face à des virus, on les affronte et les immunités, normalement, se renforcent. Mais au bout d'un moment, si on est victime de crises incessantes, au bout d'un moment, on crève. Donc, c'est un peu le risque, et c'est le basculement de la succession des crises politiques qui peuvent, évidemment, mettre en péril la Constitution. Est-ce que vous avez des questions? Simon? Oui, j'ai peut-être deux... Je ne sais pas si c'est vraiment des questions des petits grands-pères. Essaye de parler bien fort pour que Ouais, tu t'entendes peut-être de loin. Ouais, si, c'est là. Ah, Mais il marche bien, tu peux t'approcher peut-être un peu. Donc, première observation, en fait, c'est sur les Ernst clauses, que je trouve, bon, je suis privatiste, je ne suis pas publiciste, mais je trouve ça quand même assez fascinant que et ça montre la force de cette notion de souveraineté parlementaire, qu'on peut signer et ratifier une convention, on peut l'intégrer en droit interne, et malgré tout, on peut dire, bon, en fait, sur ces questions précises, on ne permet pas au juge de dire quoi que ce soit. Donc on dégage complètement l'effet de la convention. Donc pour Rwanda Act, je trouve que c'est très frappant en fait, cette possibilité d'écarter le droit international par une simple clause du droit. Après, les juges sont placides aussi, non? Oui, justement, la question, donc il y a une autre question. Donc, en fait, le Royaume-Uni s'expose en droit international, mais en droit interne, est-ce qu'il y a un recours, est-ce qu'on peut imaginer en fait dans ce cas-là un recours où c'est parliamentary sovereignty qui l'emporte et il n'y a pas de possibilité de contester? J'ai l'impression que c'est le cas, hein, mais... Non, il n'y a pas de possibilité, mais ça appelle une réflexion que j'avais déjà en tête suite à vos remarques. Je pense que la grande intelligence du juge par rapport aux clauses d'exclusion, c'est de justifier sa résistance face aux clauses d'exclusion, en excluant les clauses d'exclusion, en écartant les clauses d'exclusion, de formuler cette résistance sous l'angle du respect du principe de la souveraineté du Parlement. J'essaie d'expliquer parce que ça paraît pas intuitif, mais parce qu'à mon avis ça l'est pas, puisque c'est vraiment si j'ai appelé ça un stratagème un peu rhétorique, c'est finalement de dire, le juge dit j'écarte l'incompétence qui a l'air de découler de cette clause, donc j'écarte cette clause du Parlement, parce qu'en fait ça ne reflète pas la véritable volonté du Parlement, puisque le Parlement ne peut pas vouloir que les autorités administratives n'aient pas respecté la loi. Enfin, je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça. Ouais. Moi, ça me fait penser, alors là, pour le coup, je ne suis pas administrativiste, mais ça me fait beaucoup penser à l'arrêt Lamotte du Conseil d'État, où pour imposer le principe de l'égalité, le Conseil d'État est obligé de contredire la loi, de faire une interprétation contra legem. Il y a une loi qui dit tel type de décision ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge identifie ce principe général du droit qui est le principe de l'égalité, et pour le faire respecter, il contredit donc la loi qui avait empêché le... Vous voyez le... Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même rhétorique ici. Et ça, je rebondis sur cette question parce que moi, on parlait avant on se demande après Miller 1, Miller 2 jusqu'où va aller l'intervention du juge, mais j'ai l'impression qu'on voit jusqu'où elle va aller, c'est-à-dire que finalement, contrairement à ce qu'ont l'air de dire les unes de magazines qu'on a projetées, le juge britannique est en réalité très mesuré parce qu'il dit oui j'interviens, mais il intervient de quelle façon? Toujours de manière, alors je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais uniquement sur des aspects procéduraux. Il arrive à renvoyer en fait, à indiquer quelle procédure devrait être suivie, mais il ne se prononce pas véritablement sur le fond. Au fond, ce qu'il fait dans Miller 2, c'est dire j'interviens pour redonner la parole au Parlement. C'est comme ça qu'il justifie. Donc il y a quand même... C'est extrêmement habile comme... et c'est vrai que malheureusement, la réaction médiatique masque cette habileté et donne l'impression d'un coup de force, alors qu'en réalité, c'est extrêmement subtil. Et j'ai l'impression que c'est la même habileté dont il fait preuve avec lui. C'est jamais sur le fond, dans les deux cas. Et puis, pour revenir sur Miller 2, moi finalement, j'avais
la décision, parce que l'objectif est effectivement de préserver un principe constitutionnel, et c'est bien C'est ça. l'objectif. C'est Et pour je la pense que protection du Parlement. la doctrine britannique, et Déborah peut-être, je ne sais pas ce que ça suscitera comme réflexion, mais on oppose souvent rule of law et parliamentary sovereignty, en pensant qu'effectivement le principe de prééminence du droit va permettre au juge de contredire ce que dit le législateur, mais parce que Claire vient d'expliquer très bien, c'est vraiment important de le redire, c'est que il n'y a pas d'affrontement, c'est une vraie conciliation, et souvent ils marchent ensemble. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la culture constitutionnelle. Et je pense que la doctrine a été un peu responsable, et notamment ceux qui relèvent des Common Lawyers Constitutionalism, qui fait écho à cette conférence qu'on a eue de Camille Bander et de Marie Padilla mardi à destination de nos M2, où, comme on veut vraiment séparer le droit du politique et soumettre le politique au droit, on essaie d'avoir un corps doctrinal très solide, et leur base, c'est la prééminence du droit, qui est la chose du juge, et certains juges le disent, comme Carnois, ça, par exemple, certaines interprétations. Le Parlement, ça reste du domaine du politique, et sous-entendu, on a la possibilité de s'immiscer. Et je ne pense pas que, finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, ce soit aussi ce soit une bonne vision des choses, de mon point de vue. Je pense qu'en fait, les deux marchent ensemble. Et je pense qu'ils ont été un peu aussi, tous les débats doctrinaux qu'on a eu à la suite de Miller One et de Miller Two, c'était beau. Et ça reste encore, là, sur tout ce que tu disais sur la House of Laws, de la Judicial Review, c'est de savoir, est-ce que on peut la contourner au nom de la prééminence du droit, mais en fait, c'est au nom aussi de la souveraineté. J'avais aussi une petite question pour Pauline. Donc, oui, j'étais très intéressé de voir les extraits des journaux, parce que ça m'a rappelé, en fait, j'avais oublié peut-être un peu ça, mais bon, c'est vrai que le Daily Mail, de toute façon, c'est le pire, c'est absolument infernal. Mais L'Express, c'est pas mal, non? Oui, merci. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a eu ce genre de réaction contre les décisions par rapport relatif aux droits de l'homme et à la Convention? Et je sais que la Convention, quand même, a été beaucoup critiquée, Human Rights Act aussi dans la presse. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une critique directement de la Convention et de Human Rights Act plutôt que des juges. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai pas souvenir non plus d'attaques aussi personnelles. Ouais. Et puis, j'allais dire, enfin, c'est un petit peu... je suis pas sûre non plus que ça soit médiatisé de la même façon. C'est-à-dire que la CEDH, c'est quand même les eurosceptiques qui tournent ça dans... Enfin, je suis pas sûre que c'est vraiment beaucoup d'impact sur l'opinion publique. Ouais. Alors que ça... Oui, mais en même temps, quand même... J'ai regardé les sondages. C'est vrai. Pour le terrorisme, par exemple, lorsqu'il y a eu des demandes de déportation qui ont été refusées par le cours, ça c'est quand même pour les journaux comme le Mail, l'Express, c'est vraiment... Là, oui. Un bon sujet pour critiquer les juges, mais j'ai pas l'impression que ça a été fait. Et aussi, avec l'avion qui n'a pas pu décoller pour amener les personnes à Rwanda, je crois que les juges n'ont pas été critiqués non plus. Donc je me demande si c'est juste le Brexit qui était une situation, une période tellement extrême. On a même eu des meurtres de députés. Donc ça a été très très loin. Est-ce que c'est vraiment parce que c'était un temps si extrême qu'on a eu recours à critiquer les juges? Donc c'est peut-être pas représentatif de la situation en effet, normale. C'est ce qu'il faut espérer. Après, j'ai une question à te poser moi là-dessus, parce que ça répondra en partie à ta question. J'avais été sollicité pour faire un article sur les idées reçues et la CEDH. On avait sollicité les idées reçues qu'on a, l'attitude du Royaume-Uni vis-à-vis de la CEDH, parce qu'en France, chez les juristes, la question du droit de vote des détenus avait fait l'objet de beaucoup de discussions, sachant que les juges ont été du côté du gouvernement. Pour le coup, ils n'ont pas plié face à la CEDH. Donc là aussi, ça montre bien qu'on est très loin des réalités. Et il y a eu des sondages de fait, les derniers datent de 2023, sur l'attitude des Britanniques à l'égard du système de la Convention. Ils ne veulent pas du tout en sortir, alors vraiment pas.
ça les intéresse mais pas. qu'est-ce qu'ils savent Et puis ça les intéresse pas, en c'est fait. surtout ça, Et je donc pense du coup, pas. moi je te pose la question, quel est l'objectif? Pourquoi en fait, une partie du Parti conservateur, des Tories, est obnubilée par cette question-là? Pourquoi ils perdent leur temps à ça? Ah, mais ça reste quand même assez mystérieux. Et c'est là où je botterai en touche, mais je vois pas d'autre réponse à te faire que la bulle idéologique. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un tel niveau d'horreur de tout ce qui vient de l'Europe, même pas en l'occurrence pas l'Union européenne, de l'Europe, d'une part. Et ils ont aussi, il faut bien le dire, un tel niveau d'ignorance, y compris les députés. Hein. Le niveau des députés aux communes aujourd'hui, c'est modeste. Hein. Et puis ça marche. Politiquement, ça marche. Et je pense, en fait, donc il y a ce poids idéologique qui est déjà depuis 10 ans totalement détaché de toute réalité. Et puis c'est trop compliqué. C'est plus simple de dire, ben voilà, la Commission européenne nous empêche d'expulser des terroristes que d'aller voir plus précisément de quoi ils retournent. C'est évidemment. C'est la question de l'identité, en fait. C'est l'identité nationale. C'est très simple, on peut s'accrocher à ça. Us versus them. Et Je pense que c'est juste trop loin des gens. C'est abstrait, c'est l'Europe. Alors, là encore, on disait, est-ce que c'est un moment et que ce moment va finir? C'est vrai qu'en ce moment, il y a des choses qui bougent quand même, de ce point de vue-là, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Donc peut-être que ce sera effectivement un moment qui aura duré 30 ans et sur lequel on continuera à s'interroger, ou bien c'est quelque chose de vraiment plus profond qui touche en effet à une identité, à une espèce de raccourci d'identité ultra simplifié et qui facile à comprendre et qui se moque de la complexité du monde réel. Voilà, oui, c'est pas la première fois qu'on a un réponse, mouvement. Mais c'est la seule. Et on a eu quand même à l'époque de Mosley, puisqu'on parlait des années 30, quand même un mouvement pour le coup anti-parlementariste en plus, hein, qui était quand même Mais assez contrairement à ce violent. qu'ils pensent, les Britanniques, enfin il y a toujours eu des mouvements d'extrême droite au Royaume-Uni depuis. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais eu d'élu qu'ils n'existent pas. Enfin, je veux dire, Bien sûr. ils ont tendance à penser qu'ils ont été une exception, mais malheureusement, ils ne le sont pas. Hein. Simplement, ils ont été protégés par le mode de scrutin pendant très longtemps. Oui, c'est ça. Et maintenant, peut-être, il y a le risque, disons, on va rester prudent, que le mode de scrutin qui a protégé les deux grands partis pendant si longtemps favorise maintenant le troisième émergent. Ou pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment trop tôt pour le dire, mais c'est le risque. C'est vrai que lorsqu'on voit que les travaillistes gagnent avec, c'était quoi, 36%? Bah, en fait, ils ont fait un score inférieur à 2019. En nombre de voix. Il fallait venir au colloque à la Sorbonne Nouvelle au mois de janvier. Nous avons une question en ligne. Écrite ou Non, je pense qu'avec le micro, ça fonctionnera. Oui. Je ne sais pas si c'est moi ou il y avait une autre question. Non, c'est Non, bon. non, non. C'est à vous. C'était une question pour, pour nos deux conférencières, mais plutôt pour Déborah, parce que qui a peut-être trait à une question de philosophie du droit. Tu as commencé à dire, à propos de l'effet, enfin des déclarations d'incompatibilité plutôt avec les droits de la Convention, et ces effets paradoxaux en fait, qui n'ont pas l'effet des déclarations qui n'ont pas d'effet juridique, mais qui sont quand même pris en charge par le Parlement. Et donc, tu as commencé à dire c'est ce pourquoi j'adore la Constitution britannique. Donc, je voulais que tu développes un tout petit peu, et tu as commencé à parler de porosité. Voilà, est-ce que tu veux développer un petit peu, parce que ça m'intéresse beaucoup. Sur ces déclarations d'incompatibilité, ouais, parce que alors à Nanterre, pour la deuxième année, en fait, pour la petite histoire, j'enseigne Human Rights au Royaume-Uni. Et donc, plutôt que de montrer l'application des Human Rights par la CEDH via le Human Rights Act, j'ai pris toutes les décisions possibles pour montrer comment en fait, la CEDH n'est pas appliquée. Et est-ce que ça change quelque chose ou pas? Bon, c'est ensuite aux étudiants, mais j'ai pris le biais
J'ai pris juste un autre biais pour aussi un peu piquer que du truc traditionnel de human rights, machin. Bon, sortir un peu voilà, être un peu original, quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, si tu regardes toutes les affaires dans lesquelles ces déclarations d'incompatibilité ont été prononcées par les juges, c'est toujours et quasi systématiquement, déjà c'est des matières purement politiques, et ensuite, il n'y a pas toujours un effet, alors il y a zéro effet juridique, hein, qu'on soit très clair là-dessus. Il n'y a absolument aucun effet juridique sur la déclaration d'incompatibilité. Ça permet, c'est un prétexte politique pour ensuite permettre aux partis, et souvent des associations, de monter au créneau médiatico-politique pour demander ensuite au Parlement de changer. Et parfois, le gouvernement lui-même prend l'initiative. Et d'ailleurs, parfois, les conservateurs eux-mêmes le font. Pas toujours de bonne loi, mais ils le font. Je pense à une décision en matière sur le registre des comment on dit ça, des prédateurs sexuels, qui avait fait débat, des délinquants sexuels. Voilà, c'est ça. En fait, la loi permettait, obligeait en tout cas tous ceux condamnés pour des infractions sexuelles, quelles qu'elles soient, donc au sens large, d'être fichés et de se rendre au commissariat le plus proche pour se signaler dès lors qu'ils changeaient de résidence ou dès lors même qu'ils partaient en vacances. Donc c'était pas une résidence forcément au sens résidence d'habitation, mais aussi temporaire en vacances. Et l'un de ces prédateurs sexuels avait contesté ça sur le fondement du human rights, justement, et il a gagné. Les juges ont donné une déclaration d'incompatibilité au motif que la loi ne prévoyait pas la possibilité pour ces prédateurs sexuels de contester ce fichier. C'était pas en soi le principe de ficher, mais c'était le principe de ne pas leur laisser l'opportunité, parce que c'était a priori à vie, en fait. Et donc le vrai problème ici, c'était pas de leur donner la possibilité, notamment de faire un judicial review contre leurs fiches. Et il y a eu plein de réactions des conservateurs en particulier qui disaient, et Theresa May en premier, qui a été à l'époque ministre de l'Intérieur, et qui disait je suis navrée, je suis obligée de revoir la loi, j'y suis bien contrainte et j'en suis bien désolée, mais du coup je vais devoir en gros permettre aux prédateurs sexuels de pouvoir contester leur registre, et donc on ne pourra plus les identifier, quoi. Évidemment là ça a fait de gros débats parce que et tout ça évidemment sur la charge de la CEDH, hein, parce que c'est la faute de la CEDH. Et donc c'est toujours intéressant parce que, et des exemples comme ça, il y en a plein en fait sur des déclarations d'incompatibilité. Et c'est toujours des prétextes à discussion politique parce qu'en vrai, il n'y a pas de réponse juridique à ces situations. Et du coup, c'est souvent des sujets, en fait, ça arrive souvent sur ces déclarations d'incompatibilité-là, arrive souvent sur les thèmes des conservateurs. C'est pas les travaillistes qui s'occupent du sort des prédateurs sexuels. Enfin, les travaillistes, je sais pas s'ils sont... Enfin, je dis pas qu'ils s'en fichent, mais c'est pas leur cible, c'est pas leur électorat, c'est pas leur clientèle, quoi. Donc ils jouent pas sur ces thèmes. Ça a un peu changé, mais c'est pas... Tu vois l'œuvre pénale de Tony Blair, l'anti-terrorisme, d'ailleurs c'est le premier à avoir... Tony Blair, je sais pas ce qu'il foutait au Libourg, hein, d'ailleurs. Il a toujours été conservateur. Bref. Non, je rigole. Ceci dit, il y a quand même... Ouais, bon, bref. Quand même des petits... c'est un spécimen intéressant. Ouais, c'est un spécimen intéressant. Il a pris quand même plein de décisions qui étaient quand même longtemps défendues par les conservateurs. Sur la privatisation notamment. Et bref, toujours est-il que il y a... Voilà, ces décisions de déclaration d'incompatibilité, en fait, on parle beaucoup des conservateurs, mais elles interviennent sur les domaines d'intervention du Parti conservateur. Elles interviennent rarement en matière d'environnemental, parce que le Parlement déjà est très au courant de ça, et donc ou alors il n'y a pas d'action, je sais pas. Mais en tout cas, il intervient rarement sur les thèmes des Labour, il intervient plutôt sur les thèmes des conservateurs, qui du coup, de fait, rendent les conservateurs plus visibles sur la scène politique.
Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un biais à la base par les thèmes de ces déclarations. Bon, je ne sais pas si j'ai... Oui, mais sur le mécanisme constitutionnel, tu trouves, finalement, on est au cœur de la question de la séparation des pouvoirs, parce que le fait que les déclarations d'incompatibilité forcent à remettre en fait la question au Parlement, envoie un signal quand même. Ouais, ça force pas, hein. Le Parlement il est souverain, donc il est souverain de choisir. Pas, mais c'est souvent, ça peut être remis. Oui, ce que tu disais, c'est que c'est assez limité finalement. Bah, après, c'est libre au Parlement. Je disais, c'est admirable. Donc, quelle est la valeur de ce système, de ce mécanisme? Ah non, c'est juste cette admiration-là que j'ai pour les Anglais, en tout cas du prisme du droit public, à tout le moins, de ne pas vraiment bien séparer les enjeux politiques des enjeux juridiques. Je trouve qu'il y a une confusion qui est même culturellement et historico-culturelle que nous, on n'a pas forcément. On n'a pas la peur du gouvernement des juges. Enfin, ils ont moins la peur du gouvernement des juges. Alors après, je ne sais pas, Apolline, ce que tu penses là-dessus, c'est une question. Est-ce que la peur du gouvernement des juges est la même en France qu'au Royaume-Uni? J'en suis pas certaine, en fait. Je pense qu'on a, nous, plus peur des juges que nos peurs des juges. Il n'y a pas... La relation est différente. Nous, je pense qu'on a... Il n'y a pas la même relation. On a un traumatisme du pouvoir chez nous qui est... Enfin, eux, ils ont eu un roi absolu, Charles Ier, et son sort a été quand même... Et encore. Enfin, il s'est fait décapiter très rapidement. Nous, on a cette histoire de siècles de monarchie absolue qui, je trouve, quand même, ont laissé un peu une sorte de traumatisme. Et on a... à mesure que j'étudie les deux systèmes, je me perçois un peu de ça. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que dès qu'une institution en France prend un pouvoir un peu trop fort, trop vite, il y a presque un truc physique, quoi, de réaction immédiate par cet héritage historique que les Anglais ont moins parce qu'ils n'ont jamais connu de pouvoir absolu, de personnes qui centralisent tous les pouvoirs. Et donc, alors que chez nous, dès qu'il y a un truc, on sépare. Dès qu'il y a la moindre truc, le ministère de l'économie et des finances et du budget, on l'a séparé. Après que VGE ait accédé à la présidence en passant par ce pouvoir, Conseil d'État, on sépare. Même à l'intérieur même de la séparation des pouvoirs, on sépare encore les pouvoirs. Et parfois, c'est un peu du non-sens pour moi, mais je pense que les Anglais ont une relation plus saine au pouvoir que nous. Ça se discute, mais il faudra faire une... Mais c'est pour ça que je lance Tu voulais Merci. éventuellement réagir? Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Des mains qui se lèvent, enfin, des mains numériques. Bon, en même temps, on arrive au terme du temps. Eliette, je t'en prie. Professeur de droit privé à Saint-Étienne. Pénaliste, Voilà. donc on peut Oui. discuter public-privé. Oui, on fera une conférence là-dessus. Moi, je suis frappée effectivement par la différence de perception de la séparation des pouvoirs que peuvent avoir les juges britanniques et puis les juges français. Et je trouve que l'illustration de la CEDH est tout à fait marquante. Je trouve qu'effectivement, on a l'impression d'un respect à l'égard du pouvoir du Parlement, déclaration d'incompatibilité. Mais je ne vais pas plus loin. Une fois que j'ai constaté le champ juridique, ce qu'il m'autorise à faire, c'est-à-dire constater l'incompatibilité, je ne prends pas la décision derrière. Alors que, effectivement, dans le système que nous avons et qui permet aux juges d'écarter la loi, je trouve ça beaucoup moins respectueux du Parlement. C'est d'ailleurs extrêmement critiqué. Et on sent aujourd'hui, il me semble, en tout cas du côté de la Cour de cassation, une sorte de malaise, parce que ça va très très loin aujourd'hui avec l'inconventionnalité concrète. On va très très loin dans le fait de pouvoir écarter la loi, y compris dans un cas particulier. Moi, il me semble... Pareil du Conseil d'État, Oui, concreto. Oui, concreto. Donc, ouais, j'ai été frappée par les différences.
González Gomez. Mais moi, c'est pour ça que je trouve que, enfin même si on y réfléchit, que le juge, qu'on ait des juges chez nous qui puissent quand même abroger la loi faite par le Parlement, par le peuple élu, bon, c'est pas non plus... Je rebondis juste, mais très rapidement, ça me faisait penser, vous avez confirmé mon idée. Finalement, ce qui est sous-tendu par tes propos, c'est vraiment la distinction entre l'état de droit à la française et la rule of law telle qu'elle est entendue au Royaume-Uni. C'est-à-dire, la rule of law, c'est... Enfin, je vais peut-être dire des choses de manière très simple, alors que c'est des concepts très compliqués, mais la rule of law, elle est réalisée, elle est concrétisée par le biais de l'intervention de différents acteurs, à la fois du Parlement et du juge. Alors que pour nous, l'état de droit, c'est un petit peu... c'est presque... c'est l'application des textes qui sont appliqués par le juge. Il y a vraiment une distinction. Donc à mon avis, c'est ça qui... Je partage complètement ton avis, c'est-à-dire que pour le juge britannique, quand je disais que le droit est culturel, dans mes esprits, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est que le juge a aussi confiance dans le Parlement, dans la capacité aussi à intervenir. Il y a une commission mixte qui s'appelle Joint Committee on Human Rights, qui fait un travail absolument remarquable et qui suit toutes les décisions d'incompatibilité et qui met en cause le gouvernement lorsqu'il ne réagit pas, parce que c'est lui qui dépose, il maîtrise l'ordre du jour, comme chez nous. Il y a un peu plus de souplesse devant le Parlement britannique pour la maîtrise de l'ordre du jour, on l'a vu avec le Brexit, mais il y a une vraie confiance, il y a un lien très étroit. Il ne faut quand même pas oublier qu'historiquement, la Cour suprême n'existait pas, c'était la Committee of the House of Lords, avec les Law Lords, qui étaient aussi législateurs, contrairement à ce qu'on pense, ils ne se déportaient pas du travail législatif, ils étaient consultés. Et il faut quand même rappeler ce que disait Bagehot, secret de la Constitution britannique, c'est presque une fusion entre l'exécutif et le Parlement, sachant qu'à l'intérieur du Parlement, il y avait les juges, le juge suprême, et quand le Parlement, c'est le monarque en son Parlement. Donc en fait, c'est plus un effet de poupée russe. C'est pour ça que j'aime pas l'expression séparation des pouvoirs, ce sera peut-être la conclusion du jour, mais d'équilibre des pouvoirs. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est ce que Montesquieu a vu. Montesquieu n'a pas vu la séparation des pouvoirs, ça c'est Eisenman qui l'a vu. Il a vu l'équilibre des pouvoirs, que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est pas qu'il doit être complètement séparé. Effectivement séparé, c'est un peu plus subtil que ça d'un point de vue philosophique. Et c'est là où ils ont réussi. Nous, ça conduit effectivement à une opposition et qui, à mon avis, malsaine, d'où le fait que l'expression gouvernement des juges, qui nous vient des États-Unis, importée en France par Édouard Lambert, et qui a prospéré en France et qui ne prospère pas au Royaume. C'est pour ça que c'est plus simple. On a réglé la question. On va sauver le... Voilà, c'est pile l'heure, donc si vous l'acceptez, merci de votre attention, de votre présence ici et en ligne. Donc la prochaine conférence, c'est quand? Le 16 mai. Le 16 mai, donc ce sera ici aussi. Et nous aurons la chance d'accueillir Dominique Grieve, comme quoi on peut être conservateur, pondéré, et peut-être qu'un jour ils reprendront la main, et très sympathique, il parle remarquablement français. Sa mère est française. Il a une mère française. Ouais. Voilà, donc avec Peggy Ducoulombier, grand spécialiste du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous vient de Strasbourg. Bien, rendez-vous,